Chapitre 17 de 813 par Maurice Leblanc. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. La carte de l'Europe. Section 1. Pierre le Duc aimait Dolorès. Ce fut en Lupin une douleur profonde, aiguë, comme s'il avait été blessé dans le principe même de sa vie. Une douleur si forte qu'il eut, et c'était la première fois, la vision nette de ce que Dolorès était devenue pour lui, peu à peu, sans qu'il en prît conscience. Pierre le Duc aimait Dolorès, et il la regardait comme on regarde celle qu'on aime. Lupin sentit en lui, aveugle et forcené, l'instinct du meurtre. Ce regard d'amour qui se posait sur la jeune femme, ce regard l'affolait. Il avait l'impression du grand silence qui enveloppait la jeune femme et le jeune homme, et dans ce silence, dans l'immobilité des attitudes, il n'y avait plus de vivant que ce regard d'amour, que cet hymne muet et voluptueux, par lequel les yeux disaient toute la passion, tout le désir, tout l'enthousiasme, tout l'emportement d'un être pour un autre. Et il voyait Madame Kesselbach aussi. Les yeux de Dolorès étaient invisibles sous ses paupières baissées, ses paupières soyeuses aux longs cils noirs. Mais comme elle sentait le regard d'amour qui cherchait ce regard, comme elle frémissait sous la caresse impalpable. Elle l'aime, se dit Lupin, brûlé de jalousie. Et comme Pierre faisait un geste, « Oh, le misérable! S'il ose la toucher, je le tue !» Et il songeait, tout en constatant la déroute de sa raison et en s'efforçant de la combattre. « Suis-je bête? Comment, toi, Lupin, tu te laisses aller? Voyons, c'est tout naturel si elle l'aime. Oui, évidemment. Tu avais cru deviner en elle une certaine émotion à ton approche, un certain trouble. Triple idiot! Mais tu n'es qu'un bandit, toi, un voleur, tandis que lui, il est duc, il est jeune. » Pierre n'avait pas bougé davantage. Mais ses lèvres remuèrent, et il sembla que Dolorès s'éveillait. Doucement, lentement, elle leva les paupières, tourna un peu la tête, et ses yeux se donnèrent à ceux du jeune homme, de ce même regard qui s'offre et qui se livre, et qui est plus profond que le plus profond des baisers. Ce fut soudain, brusque comme un coup de tonnerre. En 3 bonds, Lupin se reva dans le salon, s'élança sur le jeune homme, le jeta par terre, et, le genou sur la poitrine de son rival, hors de lui, dressé vers Madame Kesselbach, il cria « Mais vous ne savez donc pas? Il ne vous a pas dit, le fourbe! Ah, vous l'aimez, lui? Il a donc une tête de grand-duc! Ah, que c'est drôle !» Il ricanait rageusement, tandis que Dolorès le considérait avec stupeur. « Un grand-duc, lui? Hermann IV? Duc de Pont-Veldance? Prince régnant? Grand électeur? Mais c'est à mourir de rire, lui! Mais il s'appelle Beaupré, Gérard Beaupré, le dernier des vagabonds, un mendiant que j'ai ramassé dans la boue. Grand-duc! Mais c'est moi qui l'ai fait grand-duc! Ah, que c'est drôle! Si vous l'aviez vu se couper le petit doigt, 3 fois il s'est évanoui, une poule mouillée. Ah! Tu te permets de lever les yeux sur les dames et de te révolter contre le maître. Attends un peu, grand-duc de Pont-Veldance. » Il le prit dans ses bras, comme un paquet, le balança un instant et le jeta par la fenêtre ouverte. « Gare au rosier, grand-duc, il y a des épines. » Quand il se retourna, Dolorès était contre lui, et elle le regardait avec des yeux qui ne le connaissaient pas, des yeux de femme qui hait et que la colère exaspère. Était-ce possible que ce fût Dolorès, la faible et maladive Dolorès? Elle balbutia. « Qu'est-ce que vous faites? Vous osez? Et lui? Alors, c'est vrai? Il m'a menti? » »« S'il a menti, s'écria Lupin, comprenant son humiliation de femme. « S'il a menti? Lui, grand-duc? Un polichinelle, tout simplement, dont je tenais les ficelles. Un instrument que j'accordais pour y jouer des airs de ma fantaisie. Ah, l'imbécile, l'imbécile !» Repris de rage, il frappait du pied et montrait le poing vers la fenêtre ouverte. Et il se mit à marcher d'un bout à l'autre de la pièce, et il jetait des phrases où éclatait la violence de ses pensées secrètes. L'imbécile! Il n'a donc pas vu ce que j'attendais de lui? Il n'a donc pas deviné la grandeur de son rôle? Ah! Ce rôle, je le lui entrerai de force dans le crâne. Haut la tête, crétin! Tu seras grand-duc de par ma volonté, et prince régnant, avec une liste civile et des sujets à tondre, et un palais que Charlemagne te rebâtira, et un maître qui sera moi, Lupin. Comprends-tu, ganache? Haut la tête, sacré nom, plus haut que ça. Regarde le ciel,
Souviens-toi qu'un Deux-Ponts fut pendu pour vol, avant même qu'il ne fût question des Hohenzollern. Et tu es un Deux-Ponts, nom de nom, pas un de moins, et je suis là, moi, Lupin. Et tu seras grand-duc, je te le dis. Grand-duc de carton, sois, mais grand-duc quand même, animé par mon souffle et brûlé de ma fièvre. Fantoche, sois, mais un fantoche qui dira mes paroles, qui fera mes gestes, qui exécutera mes volontés, qui réalisera mes rêves, oui, mes rêves. Il ne bougeait plus, comme ébloui par la magnificence de son rêve intérieur. Puis, il s'approcha de Dolorès et, la voix sourde, avec une sorte d'exaltation mystique, il proféra. À ma gauche, l'Alsace-Lorraine, à ma droite, Bade, le Württemberg, la Bavière, l'Allemagne du Sud. Tous ces États mal soudés, mécontents, écrasés sous la botte du Charlemagne prussien, mais inquiets, tous prêts à s'affranchir. Comprenez-vous tout ce qu'un homme comme moi peut faire là au milieu? Tout ce qu'il peut éveiller d'aspiration? Tout ce qu'il peut souffler de haine? Tout ce qu'il peut susciter de révolte et de colère? Plus bas encore, il répéta. Et à gauche, l'Alsace-Lorraine. Comprenez-vous? Cela, des rêves, allons donc. C'est la réalité d'après-demain, de demain. Oui, je veux. Oh, tout ce que je veux et tout ce que je ferai, c'est inouï. Mais pensez donc, à 2 pas de la frontière d'Alsace, en plein pays allemand, près du vieux Rhin. Il suffira d'un peu d'intrigue, d'un peu de génie pour bouleverser le monde. Le génie, j'en ai à revendre. Et je serai le maître, je serai celui qui dirige. Pour l'autre, pour le fantoche, le titre et les honneurs. Pour moi, le pouvoir. Je resterai dans l'ombre, pas de charge, ni ministre, ni même chambellan. Rien. Je serai l'un des serviteurs du palais, le jardinier peut-être. Oui, le jardinier. Oh, la vie formidable. Cultiver des fleurs et changer la carte de l'Europe. Elle le contemplait avidement, dominée, soumise par la force de cet homme. Et ses yeux exprimaient une admiration qu'elle ne cherchait point à dissimuler. Il posa les mains sur les épaules de la jeune femme et il dit « Voilà mon rêve. Si grand qu'il soit, il sera dépassé par les faits, je vous le jure. Le Kaiser a déjà vu ce que je valais. Un jour, il me trouvera devant lui, campé, face à face. J'ai tous les atouts en main. Valenglais marchera pour moi, l'Angleterre aussi. La partie est jouée, voilà mon rêve. Il en est un autre. » Il se tut subitement. Dolorès ne le quittait pas des yeux, et une émotion infinie bouleversait son visage. Une grande joie le pénétra à sentir une fois de plus, et si nettement, le trouble de cette femme auprès de lui. Il n'avait plus l'impression d'être pour elle ce qu'il était, un voleur, un bandit, mais un homme qui aimait, et dont l'amour remuait, au fond d'une âme amie, des sentiments inexprimés. Alors il ne parla point, mais il lui dit, sans les prononcer, tous les mots de tendresse et d'adoration, et il songeait à la vie qu'il pourrait mener quelque part, non loin de Veldenz, ignoré et tout-puissant. Un long silence les unit. Puis elle se leva et ordonna doucement. « Allez-vous-en. Je vous supplie de partir. Pierre épousera Geneviève. Cela, je vous le promets. Mais il vaut mieux que vous partiez, que vous ne soyez pas là. Allez-vous-en. Pierre épousera Geneviève. » Il attendit un instant. Peut-être qu'il voulut des mots plus précis, mais il n'osait rien demander. Et il se retira, ébloui, grisé, et si heureux d'obéir et de soumettre sa destinée à la sienne. Sur son chemin vers la porte, il rencontra une chaise basse qu'il dut déplacer. Mais son pied heurta quelque chose, il baissa la tête. C'était un petit miroir de poche, en ébène, avec un chiffre en or. Soudain, il tressaillit, et vivement ramassa l'objet. Le chiffre se composait de 2 lettres entrelacées, un L et un M. Un L et un M. Louis de Malrèche, dit-il en frissonnant. Il se retourna vers Dolorès. D'où vient ce miroir? À qui est-ce? Il serait très important de... Elle saisit l'objet et l'examina. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu. Un domestique peut-être? Un domestique, en effet, dit-il. Mais c'est très bizarre. Il y a là une coïncidence. Au même moment, Geneviève entra par la porte du salon et, sans voir Lupin que cachait un paravent, tout de suite elle s'écria. Tiens, votre glace, Dolorès, vous l'avez donc retrouvée? Depuis le temps que vous me faites chercher. Où était-elle? Et la jeune fille s'en alla en disant. Ah bien, tant mieux. C'est que vous étiez inquiète. Je vais avertir immédiatement pour qu'on ne cherche plus. Lupin n'avait pas remué, confondu et tâchant vainement de comprendre. Pourquoi Dolorès n'avait-elle pas dit la vérité? Pourquoi ne s'était-elle pas expliquée aussitôt sur ce miroir? Une idée l'effleura, et il dit un peu au hasard.
Vous connaissiez Louis de Malrèche? Oui, fit-elle en l'observant, comme si elle s'efforçait de deviner les pensées qui l'assiégeaient. Il se précipita vers elle, avec une agitation extrême. Vous le connaissiez? Qui était-ce? Qui est-ce? Qui est-ce? Et pourquoi n'avez-vous rien dit? Où l'avez-vous connu? Parlez, répondez, je vous en prie. Non, dit-elle. Il le faut, cependant, il le faut. Songez donc, Louis de Malrèche, l'assassin, le monstre. Pourquoi n'avez-vous rien dit? À son tour, elle posa les mains sur les épaules de Lupin, et elle déclara d'une voix très ferme. Écoutez, ne m'interrogez jamais, parce que je ne parlerai jamais. C'est un secret qui mourra avec moi. Quoi qu'il arrive, personne ne le saura, personne au monde, je le jure. Section 2. Durant quelques minutes, il demeura devant elle, anxieux, le cerveau en déroute. Il se rappelait le silence de Steinweg et la terreur du vieillard quand il lui avait demandé la révélation du secret terrible. Dolorès savait, elle aussi, et elle se taisait. Sans un mot, il sortit. Le grand air, l'espace lui firent du bien. Il franchit les murs du parc et longtemps erra à travers la campagne. Et il parlait à haute voix. Qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? Voilà des mois et des mois que tout en bataillant et en agissant, je fais danser au bout de leur corde tous les personnages qui doivent concourir à l'exécution de mes projets. Et pendant ce temps, j'ai complètement oublié de me pencher sur eux et de regarder ce qui s'agite dans leur cœur et dans leur cerveau. Je ne connais pas Pierre-le-Duc, je ne connais pas Geneviève, je ne connais pas Dolorès, et je les ai traités en pantins, alors que ce sont des personnages vivants. Et aujourd'hui, je me heurte à des obstacles. Il frappa du pied et s'écria. À des obstacles qui n'existent pas. L'état d'âme de Geneviève et de Pierre, je m'en moque. J'étudierai cela plus tard à Veldance, quand j'aurai fait leur bonheur. Mais Dolorès, elle connaît Malrèche et elle n'a rien dit. Pourquoi? Quelles relations les unissent? A-t-elle peur de lui? A-t-elle peur qu'il ne s'évade et ne vienne se venger d'une indiscrétion? À la nuit, il gagna le chalet qu'il s'était réservé au fond du parc, et il y dîna de fort mauvaise humeur, pestant contre Octave qui le servait, ou trop lentement, ou trop vite. J'en ai assez, laisse-moi seul, tu ne fais que des bêtises aujourd'hui. Et ce qu'a fait? Il est ignoble. Il jeta la tasse à moitié pleine, et, durant 2 heures, se promena dans le parc, ressassant les mêmes idées. À la fin, une hypothèse se précisait en lui. Malrèche s'est échappé de prison, il terrorise Madame Kesselbach. Il sait déjà par elle l'incident du miroir. Lupin haussa les épaules. Et cette nuit, il va venir te tirer par les pieds. Allons, je radote. Le mieux est de me coucher. Il rentra dans sa chambre et se mit au lit. Aussitôt, il s'assoupit, d'un lourd sommeil agité de cauchemars. 2 fois, il se réveilla et voulut allumer les bougies, et 2 fois, il retomba, comme terrassé. Il entendait sonner les heures, cependant, à l'horloge du village, ou plutôt il croyait les entendre, car il était plongé dans une sorte de torpeur, où il lui semblait garder tout son esprit, et des songes le hantèrent, des songes d'angoisse et d'épouvante. Nettement, il perçut le bruit de sa fenêtre qui s'ouvrait. Nettement, à travers ses paupières closes, à travers l'ombre épaisse, il vit une forme qui avançait. Et cette forme se pencha sur lui. Il eut l'énergie incroyable de soulever ses paupières et de regarder. Ou du moins, il se l'imagina. Rêvait-il? Était-il éveillé? Il se le demandait désespérément. Un bruit encore? On prenait la boîte d'allumettes à côté de lui. Je vais donc y voir, se dit-il avec une grande joie. Une allumette craqua. La bougie fut allumée. Des pieds à la tête, Lupin sentit la sueur qui coulait sur sa peau, en même temps que son cœur s'arrêtait de battre. Suspendu d'effroi, l'homme était là. Était-ce possible? Non, non. Et pourtant il voyait. Oh, le terrifiant spectacle. L'homme, le monstre, était là. Je ne veux pas, je ne veux pas, balbutia Lupin, affolé. L'homme, le monstre était là, vêtu de noir, un masque sur le visage, le chapeau mou rabattu sur ses cheveux blonds. Oh, je rêve, dit Lupin en riant. C'est un cauchemar. De toute sa force, de toute sa volonté, il voulut faire un geste, un seul qui chassa le fantôme. Il ne le put pas. Et tout à coup, il se souvint. La tasse de café, le goût de ce breuvage, pareil au goût du café qu'il avait bu à Veldance. Il poussa un cri, fit un dernier effort et retomba épuisé. Mais dans son délire, il sentait que l'homme dégageait le haut de sa chemise, mettait sa gorge à nu et levait le bras. Et il vit que sa main se crispait au manche d'un poignard, un petit poignard d'acier.
semblable à celui qui avait frappé M. Kesselbach, Chapman, Altenheim et tant d'autres. Section 3. Quelques heures plus tard, Lupin s'éveilla, brisé de fatigue, la bouche amère. Il resta plusieurs minutes à rassembler ses idées et soudain, se rappelant, eut un mouvement de défense instinctif, comme si on l'attaquait. « Imbécile que je suis !» s'écria-t-il en bondissant de son lit. « C'est un cauchemar, une hallucination. Il suffit de réfléchir. Si c'était lui, si vraiment c'était un homme en chair et en os qui, cette nuit, a levé le bras sur moi, il m'aurait égorgé comme un poulet. Celui-là n'hésite pas. Soyons logiques. Pourquoi m'aurait-il épargné? Pour mes beaux yeux? Non, j'ai rêvé, voilà tout. » Il se mit à siffloter et s'habilla, tout en affectant le plus grand calme. Mais son esprit ne cessait pas de travailler et ses yeux cherchaient. Sur le parquet, sur le rebord de la croisée, aucune trace. Comme sa chambre se trouvait au rez-de-chaussée et qu'il dormait la fenêtre ouverte, il était évident que l'agresseur serait venu par là. Or, il ne découvrit rien, et rien non plus au pied du mur extérieur, sur le sable de l'allée qui bordait le chalet. Pourtant, répétait-il entre ses dents. Il appela Octave. « Où as-tu préparé le café que tu m'as donné hier soir? Au château, patron, comme tout le reste? Il n'y a pas de fourneau ici. Tu as bu de ce café? Non. Tu as jeté ce qu'il y avait dans la cafetière? Dame, oui, patron. Vous le trouviez si mauvais. Vous n'avez pu en boire que quelques gorgées. C'est bien, apprête l'auto. Nous partons. » Lupin n'était pas homme à rester dans le doute. Il voulait une explication décisive avec Dolorès. Mais pour cela, il avait besoin, auparavant, d'éclaircir certains points qui lui semblaient obscurs et de voir Doudeville, qui lui avait envoyé de Veldenz des renseignements assez bizarres. D'une traite, il se fit conduire au Grand-Duché qu'il atteignit vers 2 heures. Il eut une entrevue avec le comte de Valdemar, auquel il demanda, sous un prétexte quelconque, de retarder le voyage à Bruggen des délégués de la Régence. Puis, il alla retrouver Jean Doudeville dans une taverne de Veldenz. Doudeville le conduisit alors dans une autre taverne, où il lui présenta un petit monsieur assez pauvrement vêtu, Herr Stockley, employé aux archives de l'état civil. La conversation fut longue. Ils sortirent ensemble et tous les trois passèrent furtivement par les bureaux de la maison de ville. À 7 heures, Lupin dînait et repartait. À 10 heures, il arrivait au château de Bruggen et s'enquérait de Geneviève, afin de pénétrer avec elle dans la chambre de Madame Kesselbach. On lui répondit que mademoiselle Ernemont avait été rappelée à Paris par une dépêche de sa grand-mère. « Soit, dit-il, mais Madame Kesselbach est-elle visible? Madame s'est retirée aussitôt après le dîner, elle doit dormir. »« Non, j'ai aperçu de la lumière dans son boudoir, elle me recevra. » À peine d'ailleurs attendit-il la réponse de Madame Kesselbach. Il s'introduisit dans le boudoir presque à la suite de la servante, congédia celle-ci et dit à Dolorès. « Je vais vous parler, madame, c'est urgent, excusez-moi. J'avoue que ma démarche va vous paraître importune, mais vous comprendrez, j'en suis sûr. » Il était très surexcité et ne semblait guère disposé à remettre l'explication, d'autant plus que, avant d'entrer, il avait cru percevoir du bruit. Cependant, Dolorès était seule, étendue, et elle lui dit de sa voix lasse « Peut-être aurions-nous pu, demain ?» Il ne répondit pas, frappé soudain par une odeur qui l'étonnait dans ce boudoir de femme, une odeur de tabac. Et tout de suite, il eut l'intuition, la certitude qu'un homme se trouvait là au moment où lui-même arrivait, et qu'il s'y trouvait encore, dissimulé quelque part. Pierre le Duc? Non, Pierre le Duc ne fumait pas. Alors? Dolorès murmura. Finissons-en, je vous en prie. Oui, mais auparavant, vous serait-il possible de me dire? Il s'interrompit. À quoi bon l'interroger? Si vraiment un homme se cachait, le dénoncerait-elle? Alors il se décida, et, tâchant de dompter l'espèce de gêne peureuse qui l'opprimait à sentir une présence étrangère, il prononça tout bas, de façon à ce que seul Dolorès entendit. « Écoutez, j'ai appris une chose que je ne comprends pas et qui me trouble profondément. Il faut me répondre, n'est-ce pas, Dolorès ?» Il dit ce nom avec une grande douceur, et comme s'il essayait de la dominer par l'amitié et la tendresse de sa voix. « Quelle est cette chose ?» dit-elle. « Le registre de l'état civil de Veldenz porte 3 noms, qui sont les noms des derniers descendants de la famille Malrech, établie en Allemagne. Oui, vous m'avez raconté cela. Vous vous rappelez, c'est d'abord Raoul de Malrech, plus connu sous son nom de guerre, Altenheim, le bandit, la page du grand monde, aujourd'hui mort assassiné. Oui. C'est ensuite Louis de Malrech, le monstre, celui-là, l'épouvantable assassin qui dans quelques jours sera décapité. Oui. Puis enfin, Isilda, la folle.
Oui. Tout cela est donc, n'est-ce pas, bien établi? Oui. Eh bien, dit Lupin en se penchant davantage sur elle, d'une enquête à laquelle je me suis livré tantôt, il résulte que le second des trois prénoms, Louis, ou plutôt la partie de ligne sur laquelle il est inscrit, a été autrefois l'objet d'un travail de grattage. La ligne est surchargée d'une écriture nouvelle, tracée avec de l'encre beaucoup plus neuve, mais qui, cependant, n'a pas effacé entièrement ce qui a été écrit par en dessous, de sorte que, dit madame Kesselbach à voix basse, de sorte que, avec une bonne loupe, et surtout avec les procédés spéciaux dont je dispose, j'ai pu faire revivre certaines des syllabes effacées, et sans erreur, en toute certitude, reconstituer l'ancienne écriture. Ce n'est pas alors Louis de Malrèche que l'on trouve, c'est « Oh, taisez-vous, taisez-vous » Subitement brisée, par le trop long effort de résistance qu'elle opposait, elle s'était ployée en deux, et la tête entre ses mains, les épaules secouées de convulsions, elle pleurait. Lupin regarda longtemps cette créature de nonchalance et de faiblesse, si pitoyable, si désemparée, et il eût voulu se taire, suspendre l'interrogatoire torturant qu'il lui infligeait. Mais n'était-ce pas pour la sauver qu'il agissait ainsi? Et pour la sauver, ne fallait-il pas qu'il sût la vérité, si douloureuse qu'elle fût? Il reprit. Pourquoi ce faux? C'est mon mari, balbutia-t-elle. C'est lui qui a fait cela. Avec sa fortune, il pouvait tout. Et, avant notre mariage, il a obtenu d'un employé subalterne que l'on changeât sur le registre le prénom du second enfant. Le prénom et le sexe, dit Lupin. Oui, fit-elle. Ainsi, reprit-il, je ne me suis pas trompé. L'ancien prénom, le véritable, c'était Dolorès. Oui. Mais pourquoi votre mari? Elle murmura, les joues baignées de larmes, tout honteuses. Vous ne comprenez pas? Non. Mais pensez donc, dit-elle en frissonnant. J'étais la sœur d'Isilda la folle, la seule d'Athanaëm le bandit. Mon mari, ou plutôt mon fiancé, n'a pas voulu que je reste cela. Il m'aimait. Moi aussi je l'aimais et j'ai consenti. Il a supprimé sur les registres Dolorès de Malrèche. Il m'a acheté d'autres papiers, une autre personnalité, un autre acte de naissance, et je me suis mariée en Hollande, sous un autre nom de jeune fille, Dolorès Amonti. Lupin réfléchit un instant et prononça pensivement. Oui, oui, je comprends. Mais alors, Louis de Malrèche n'existe pas. Et l'assassin de votre mari, l'assassin de votre sœur et de votre frère, ne s'appelle pas ainsi? Son nom? Elle se redressa et vivement. Son nom? Oui, il s'appelle ainsi. Oui, c'est son nom tout de même. Louis de Malrèche. Elle et M, souvenez-vous. Ah, ne cherchez pas, c'est le secret terrible. Et puis, qu'importe, le coupable est là-bas. Il est le coupable, je vous le dis. Est-ce qu'il s'est défendu quand je l'ai accusé face à face? Est-ce qu'il pouvait se défendre? Sous ce nom-là ou sous un autre? C'est lui, il a tué, il a frappé. Le poignard d'acier. Ah, si l'on pouvait tout dire, Louis de Malrèche, si je pouvais. Elle se roulait sur la chaise longue, dans une crise nerveuse, et sa main s'était crispée à celle de Lupin, et il entendit qu'elle bégayait, parmi des mots indistincts. Protégez-moi, vous seul peut-être. Ah, ne m'abandonnez pas, je suis si malheureuse. Ah, quelle torture, c'est l'enfer. De sa main libre, il lui frôla les cheveux et le front avec une douceur infinie, et, sous la caresse, elle se détendit et s'apaisa, peu à peu. Alors il la regarda de nouveau, et longtemps, il se demanda ce qu'il pouvait y avoir derrière ce bon front pur. Quel secret dévastait cette âme mystérieuse? Elle aussi avait peur, mais de qui? Contre qui suppliait-elle qu'on la protégeât? Encore une fois, il fut obsédé par l'image de l'homme noir, de ce Louis de Malrèche, ennemi ténébreux et incompréhensible, dont il devait parer les attaques sans savoir d'où elles venaient, ni même si elles se produisaient. Qu'il fût en prison, surveillé jour et nuit, la belle affaire. Lupin ne savait-il pas par lui-même qu'il y a des êtres pour qui la prison n'existe point, et qui se libèrent de leur chaîne à la minute fatidique? Et Louis de Malrèche était de cela. Oui, il y avait quelqu'un en prison à la santé, dans la cellule des condamnés à mort. Mais ce pouvait être un complice, ou telle victime de Malrèche, tandis que lui, Malrèche, rôdait autour du château de Bruggen, se glissait à la faveur de l'ombre comme un fantôme invisible, pénétrait dans le chalet du parc et la nuit, levait son poignard sur Lupin, endormi et paralysé. Et c'était Louis de Malrèche qui terrorisait Dolorès, qui l'affolait de ses menaces, qui la tenait par quelque secret redoutable et la contraignait au silence et à la soumission. Et Lupin imaginait le plan de l'ennemi. Jeter Dolorès, effarée et tremblante, entre les bras de Pierre le Duc, le supprimer, lui, Lupin, et régner à sa place, là-bas, avec le pouvoir du grand-duc et les millions de Dolorès. Hypothèse probable,
hypothèse certaine qui s'adaptait aux événements et donnait une solution à tous les problèmes. À tous? Objectait Lupin. Oui, mais alors, pourquoi ne m'a-t-il pas tué cette nuit dans le chalet? Il n'avait qu'à vouloir, et il n'a pas voulu. Un geste, et j'étais mort. Ce geste, il ne l'a pas fait. Pourquoi? Dolorès ouvrit les yeux, l'aperçut, et sourit d'un pâle sourire. Laissez-moi, dit-elle. Il se leva avec une hésitation. Irait-il voir si l'ennemi était derrière ce rideau, ou caché derrière les robes de ce placard? Elle répéta doucement. Allez, je vais dormir. Il s'en alla. Mais dehors, il s'arrêta, sous des arbres qui faisaient un massif d'ombre, devant la façade du château. Il vit de la lumière dans le boudoir de Dolorès. Puis cette lumière passa dans la chambre. Au bout de quelques minutes, ce fut l'obscurité. Il attendit. Si l'ennemi était là, peut-être sortirait-il du château? 1 heure s'écoula. 2 heures. Aucun bruit. Rien à faire, pensa Lupin. Ou bien il se terre en quelque coin du château, ou bien il en est sorti par une porte que je ne puis voir d'ici. À moins que tout cela ne soit de ma part la plus absurde des hypothèses. Il alluma une cigarette et se retourna vers le chalet. Comme il s'en approchait, il aperçut, d'assez loin encore, une ombre qui paraissait s'en éloigner. Il ne bougea point, de peur de donner l'alarme. L'ombre traversa une allée. À la clarté de la lumière, il lui sembla reconnaître la silhouette noire de Malrèche. Il s'élança. L'ombre s'enfuit et disparut. Allons, se dit-il, ce sera pour demain. Et cette fois, section 4. Lupin entra dans la chambre d'Octave, son chauffeur, le réveilla et lui ordonna. Prends l'auto. Tu seras à Paris à 6 heures du matin. Tu verras Jacques d'Oudeville et tu lui diras 1. De me donner des nouvelles du condamné à mort. 2. De m'envoyer, dès l'ouverture des bureaux de poste, une dépêche ainsi conçue. Il libella la dépêche sur un bout de papier et ajouta. Ta commission aussi faite, tu reviendras. Mais par ici, en longeant les murs du parc. Va. Il ne faut pas qu'on se doute de ton absence. Lupin gagna sa chambre, fit jouer le ressort de sa lanterne et commença une inspection minutieuse. C'est bien cela, dit-il au bout d'un instant. On est venu cette nuit pendant que je faisais le guet sous la fenêtre. Et si l'on est venu, je me doute de l'intention. Décidément, je ne me trompais pas, ça brûle. Cette fois, je puis être sûr de mon petit coup de poignard. Par prudence, il prit une couverture, choisit un endroit du parc bien isolé et s'endormit à la belle étoile. Vers 11 heures du matin, Octave se présentait à lui. C'est fait, patron. Le télégramme est envoyé. Bien. Et Louis de Malrèche, il est toujours en prison? Toujours. Doudeville a passé devant sa cellule hier soir à la santé. Le gardien en sortait. Ils ont causé. Malrèche est toujours le même, paraît-il, muet comme une carpe. Il attend. Il attend quoi? L'heure fatale, pardieu. À la préfecture, on dit que l'exécution aura lieu après-demain. Tant mieux, dit Lupin. Ce qu'il y a de plus clair, c'est qu'il ne s'est pas évadé. Il renonçait à comprendre et même à chercher le mot de l'énigme, tellement il sentait que la vérité entière allait lui être révélée. Il n'avait plus qu'à préparer son plan, afin que l'ennemi tombât dans le piège. Ou que j'y tombe moi-même, pensa-t-il en riant. Il était très gai, très libre d'esprit, et jamais bataille ne s'annonça pour lui avec des chances meilleures. Du château, un domestique lui apporta la dépêche qu'il avait dit à Doudeville de lui envoyer, et que le facteur venait de déposer. Il l'ouvrit et la mit dans sa poche. Un peu avant midi, il rencontra Pierre Leduc dans une allée, et, sans préambule, « Je te cherchais, il y a des choses graves. Il faut que tu me répondes franchement. Depuis que tu es dans ce château, as-tu jamais aperçu un autre homme que les domestiques allemands que j'y ai placés? Non. Réfléchis bien. Il ne s'agit pas d'un visiteur quelconque. Je parle d'un homme qui se cacherait, dont tu aurais constaté la présence. Moins que cela, dont tu aurais soupçonné la présence, sur un indice, sur une impression. Non. Est-ce que vous auriez... Oui, quelqu'un se cache ici. Quelqu'un rôde par là. Où et qui et dans quel but? Je ne sais pas, mais je saurai. J'ai déjà des présomptions. De ton côté, ouvre l'œil, veille. Et surtout, pas un mot à Madame Kesselbach. Inutile de l'inquiéter. Il s'en alla. Pierre le Duc, interdit, bouleversé, reprit le chemin du château. En route sur la pelouse, il vit un papier bleu. Il le ramassa. C'était une dépêche, non point chiffonnée comme un papier que l'on jette, mais pliée avec soin, visiblement perdue. Elle était adressée à M. Mauny, nom que portait Lupin à Bruggen, et elle contenait ces mots. « Connaissons toute la vérité. Révélation impossible par lettre. Prendrai train ce soir. Rendez-vous demain matin, 8 heures, gare Bruggen. » Parfait, se dit Lupin, qui, d'un taillis proche, surveillait le manège de Pierre-le-Duc. Parfait. D'ici 2 minutes, ce jeune idiot aura montré le télégramme à Dolorès,
Il lui aura fait part de toutes mes appréhensions. Ils en parleront toute la journée. Et l'autre entendra. L'autre saura, puisqu'il sait tout, puisqu'il vit dans l'ombre même de Dolorès, et que Dolorès est entre ses mains comme une proie fascinée. Et ce soir il agira, par peur du secret qu'on doit me révéler. Il s'éloigna en chantonnant. Ce soir, on dansera. Ce soir, quelle valse, mes amis, la valse du sang, sur l'air du petit poignard nickelé. Enfin, nous allons rire. À la porte du pavillon, il appela Octave, monta dans sa chambre, se jeta sur son lit et dit au chauffeur. Prends ce siège, Octave, et ne dors pas. Ton maître va se reposer. Veille sur lui, serviteur fidèle. Il dormit d'un bon sommeil. Comme Napoléon au matin d'Austerlitz, dit-il en s'éveillant. C'était l'heure du dîner. Il mangea copieusement, puis, tout en fumant une cigarette, il visita ses armes, changea les balles de ses 2 revolvers. La poudre sèche et l'épée aiguisée, comme dit mon copain le Kaiser. Octave Octave accourut. Va dîner au château avec les domestiques. Annonce que tu vas cette nuit à Paris, en auto. Avec vous, patron? Non, seul. Et sitôt le repas fini, tu partiras en effet, ostensiblement. Mais je n'irai pas à Paris. Non, tu attendras hors du parc, sur la route, à 1 kilomètre de distance, jusqu'à ce que je vienne. Ce sera long. Il fuma une autre cigarette, se promena, passa devant le château, aperçut de la lumière dans les appartements de Dolorès, puis revint au chalet. Là, il prit un livre. C'était la vie des hommes illustres. Il en manque une, et la plus illustre, dit-il, mais l'avenir est là, qui remettra les choses en leur place. Et j'aurai mon Plutarque un jour ou l'autre. Il lut la vie de César, et nota quelques réflexions en marge. À 11h30, il montait. Par la fenêtre ouverte, il se pencha vers la vaste nuit, claire et sonore, toute frémissante de bruits indistincts. Des souvenirs lui vinrent aux lèvres, souvenirs de phrases d'amour qu'il avait lues ou prononcées, et il dit plusieurs fois le nom de Dolorès, avec une ferveur d'adolescent qui ose à peine confier au silence le nom de sa bien-aimée. Allons, dit-il, préparons-nous. Il laissa la fenêtre entrebâillée, écarta un guéridon qui barrait le passage, et engagea ses armes sous son oreiller. Puis, paisiblement, sans la moindre émotion, il se mit au lit, tout habillé, et souffla sa bougie. Et la peur commença. Ce fut immédiat. Dès que l'ombre l'eut enveloppé, la peur commença. Nom de... s'écria-t-il. Il sauta du lit, prit ses armes et les jeta dans le couloir. Mes mains seules, rien ne vaut l'étreinte de mes mains. Il se coucha. L'ombre et le silence de nouveau. Et de nouveau la peur sournoise, lancinante, envahissante. À l'horloge du village, 12 coups. Lupin songeait à l'être immonde qui, là-bas, à 100 mètres, à 50 mètres de lui, se préparait, essayait la pointe aiguë de son poignard. Qu'ils viennent, murmura-t-il tout frissonnant, et les fantômes se dissiperont. 1 heure au village, et des minutes interminables, minutes de fièvre et d'angoisse. Des gouttes perlaient à la racine de ses cheveux et coulaient sur son front, et il lui semblait que c'était une sueur de sang qui le baignait tout entier. 2 heures. Et voilà que quelque part tout près, un bruit imperceptible frissonna, un bruit de feuilles remuées, qui n'était point le bruit des feuilles que remue le souffle de la nuit. Comme Lupin l'avait prévu, ce fut en lui, instantanément, le calme immense. Toute sa nature de grand aventurier tressaillit de joie. C'était la lutte. Enfin, un autre bruit grinça, plus net, sous la fenêtre, mais si faible encore qu'il fallait l'oreille exercée de Lupin pour le percevoir. Des minutes effrayantes. L'ombre était impénétrable. Aucune clarté d'étoile ou de lune ne l'allégeait. Et tout à coup, sans qu'il eût rien entendu, il sut que l'homme était dans la chambre. Et l'homme marchait vers le lit. Il marchait comme un fantôme marche, sans déplacer l'air de la chambre et sans ébranler les objets qu'il touchait. Puis de tout son instinct, de toute sa puissance nerveuse, Lupin voyait les gestes de l'ennemi et devinait la succession même de ses idées. Lui, il ne bougeait pas, arc-bouté contre le mur et presque à genoux, tout prêt à bondir. Il sentit que l'ombre effleurait, palpait les draps du lit pour se rendre compte de l'endroit où il allait frapper. Lupin entendit sa respiration. Il crut même entendre les battements de son cœur, et il constata avec orgueil que son cœur à lui ne battait pas plus fort, tandis que le cœur de l'autre, oh, oui, comme il l'entendait, ce cœur désordonné, fou, qui se heurtait, comme le battant d'une cloche aux parois de la poitrine. La main de l'autre se leva. 1 seconde, 2 secondes. Est-ce qu'il hésitait? Allait-il encore épargner son adversaire? Et Lupin prononça dans le grand silence. « Mais frappe donc, frappe!
Un cri de rage. Le bras s'abattit comme un ressort. Puis, un gémissement. Ce bras, Lupin l'avait saisi au vol, à la hauteur du poignet. Et, se remuant hors du lit, formidable, irrésistible, il agrippait l'homme à la gorge et le renversait. Ce fut tout. Il n'y eut pas de lutte. Il ne pouvait même pas y avoir de lutte. L'homme était à terre, cloué, rivé par 2 rivets d'acier, les mains de Lupin. Et il n'y avait pas d'homme au monde, si fort qu'il fût, qui pût se dégager de cette étreinte. Et pas un mot. Lupin ne prononça aucune de ces paroles où s'amusait d'ordinaire sa verve gouailleuse. Il n'avait pas envie de parler. L'instant était trop solennel. Nulle joie vaine ne l'émouvait, nulle exaltation victorieuse. Au fond, il n'avait qu'une hâte. Savoir qui était là. Louis de Malrèche, le condamné à mort, un autre, qui? Au risque d'étrangler l'homme, il lui serra la gorge un peu plus, et un peu plus, et un peu plus encore. Et il sentit que toute la force de l'ennemi, que tout ce qui lui restait de force l'abandonnait. Les muscles du bras se détendirent, devinrent inertes. La main s'ouvrit et lâcha le poignard. Alors, libre de ses gestes, la vie de l'adversaire suspendue à l'effroyable étau de ses doigts, il prit sa lanterne de poche, posa sans l'appuyer son index sur le ressort et rapprocha de la figure de l'homme. Il n'avait plus qu'à pousser le ressort qu'à vouloir et il saurait. Une seconde, il savoura sa puissance. Un flot d'émotion le souleva à la vision de son triomphe l'éblouit. Une fois de plus, et superbement, héroïquement, il était le maître. D'un coup sec, il fit la clarté. Le visage du monstre apparut. Lupin poussa un hurlement d'épouvante. Dolorès, Kesselbach. Fin du chapitre 17. Chapitre 18 de 813 par Maurice Leblanc. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Les 3 crimes d'Arsène Lupin. Section 1. Ce fut dans le cerveau de Lupin comme un ouragan, un cyclone, où les fracas du tonnerre, les bourrasques de vent, des rafales d'éléments éperdus se déchaînèrent tumultueusement dans une nuit de chaos. Et de grands éclairs fouettaient l'ombre, et à la lueur fulgurante de ces éclairs, Lupin, effaré, secoué de frissons, convulsé d'horreur, Lupin voyait et tâchait de comprendre. Il ne bougeait pas, cramponné à la gorge de l'ennemi, comme si ses doigts raidis ne pouvaient plus desserrer leur étreinte. D'ailleurs, bien qu'il sût maintenant, il n'avait pour ainsi dire pas l'impression exacte que ce fût Dolorès. C'était encore l'homme noir, Louis de Malrèche, la bête immonde des ténèbres. Et cette bête, il la tenait, et il ne la lâcherait pas. Mais la vérité se revêt à l'assaut de son esprit et de sa conscience, et, vaincu, torturé d'angoisse, il murmura « Oh, Dolorès, Dolorès !» Tout de suite, il vit l'excuse, la folie. Elle était folle, la sœur d'Altanaëm et d'Isilda, la fille des derniers Malrèche, de la mère démente et du père ivrogne. Elle-même était folle, folle étrange, folle avec toute l'apparence de la raison, mais folle cependant, déséquilibrée, malade, hors nature, vraiment monstrueuse. En toute certitude, il comprit cela. C'était la folie du crime. Sous l'obsession d'un but vers lequel elle marchait automatiquement, elle tuait, avide de sang, inconsciente et infernale. Elle tuait parce qu'elle voulait quelque chose, elle tuait pour se défendre, elle tuait pour cacher qu'elle avait tué. Mais elle tuait aussi, et surtout, pour tuer. Le meurtre satisfaisait en elle des appétits soudains et irrésistibles. À certaines secondes de sa vie, dans certaines circonstances, en face de tel être, devenu subitement l'adversaire, il fallait que son bras frappât. Et elle frappait, ivre de rage, férocement, frénétiquement, folle étrange, irresponsable de ses meurtres et cependant si lucide dans son aveuglement, si logique dans son désordre, si intelligente dans son absurdité. Quelle adresse, quelle persévérance, quelle combinaison à la fois détestable et admirable. Et Lupin, en une vision rapide, avec une acuité prodigieuse de regard, voyait la longue série des aventures sanglantes et devinait les chemins mystérieux que Dolorès avait suivis. Il la voyait, obsédée et possédée par le projet de son mari, projet qu'elle ne devait évidemment connaître qu'en partie. Il la voyait cherchant, elle aussi, ce Pierre-le-Duc que son mari poursuivait, et le cherchant pour l'épouser, et pour retourner, reine, en ce petit royaume de Veldance, d'où ses parents avaient été ignominieusement chassés. Et il la voyait au Palais-Hôtel, dans la chambre de son frère Altenheim,
alors qu'on la supposait à Monte-Carlo. Il la voyait durant des jours qui épiaient son mari, frôlant les murs, mêlés aux ténèbres, indistincte et inaperçue en son déguisement d'ombre. Et une nuit, elle trouvait M. Kesselbach enchaîné, et elle frappait. Et le matin, sur le point d'être dénoncée par le valet de chambre, elle frappait. Et 1 heure plus tard, sur le point d'être dénoncée par Chapman, elle l'entraînait dans la chambre de son frère et le frappait. Tout cela sans pitié, sauvagement, avec une habileté diabolique. Et avec la même habileté, elle communiquait par téléphone avec ses 2 femmes de chambre, Gertrude et Suzanne, qui, toutes deux, venaient d'arriver de Monte-Carlo, où l'une d'elles avait tenu le rôle de sa maîtresse. Et Dolores, reprenant ses vêtements féminins, rejetant la perruque blonde qui la rendait méconnaissable, descendait au rez-de-chaussée, rejoignait Gertrude au moment où celle-ci pénétrait dans l'hôtel, et elle affectait d'arriver elle aussi, ignorante encore du malheur qui l'attendait. Comédienne incomparable, elle jouait l'épouse dont l'existence est brisée. On la plaignait, on pleurait sur elle. Qui l'eût soupçonné? Et alors commençait la guerre avec lui, Lupin. Cette guerre barbare, cette guerre inouïe qu'elle soutint tour à tour contre Monsieur Lenormand et contre le prince Cernine. La journée, sur sa chaise longue, malade et défaillante, mais la nuit, debout, courant par les chemins, infatigable et terrifiante. Et c'étaient les combinaisons infernales. Gertrude et Suzanne, complices épouvantées et domptées, l'une et l'autre lui servant d'émissaires, se déguisant comme elle peut-être, ainsi que le jour où le vieux Stenveil avait été enlevé par le baron Altenheim, en plein palais de justice. Et c'était la série des crimes. C'était Gourel, noyé. C'était Altenheim, son frère, poignardé. Oh, la lutte implacable dans les souterrains de la villa des Glycines. Le travail invisible du monstre dans l'obscurité. Comme tout cela apparaissait clairement aujourd'hui. Et c'était elle qui lui enlevait son masque de prince, elle qui le dénonçait, elle qui le jetait en prison, elle qui déjouait tous ses plans, dépensant des millions pour gagner la bataille. Et puis, les événements se précipitaient. Suzanne et Gertrude disparues, mortes sans doute. Stenveil assassiné. Isilda, la sœur, assassinée. Oh, l'ignominie, l'horreur, balbutia Lupin en un sursaut de répugnance et de haine. Il l'exécrait, l'abominable créature. Il eût voulu l'écraser, la détruire. Et c'était une chose stupéfiante que ces 2 êtres accrochés l'un à l'autre, gisant immobiles dans la pâleur de l'aube qui commençait à se mêler aux ombres de la nuit. Dolores, Dolores, murmura-t-il avec désespoir. Il bondit en arrière, pantelant de terreur, les yeux hagards. Quoi? Qu'y avait-il? Qu'était-ce que cette ignoble impression de froid qui glaçait ses mains? Octave! Octave! cria-t-il sans se rappeler l'absence du chauffeur. Du secours! Il lui fallait du secours! Quelqu'un qui le rassura et l'assista! Il grelottait de peur. Oh, ce froid de la mort qu'il avait senti. Était-ce possible? Alors, pendant ces quelques minutes tragiques, il avait de ses doigts crispés. Violemment, il se contraignit à regarder. Dolores ne bougeait pas. Il se précipita à genoux et la tira contre lui. Elle était morte. Il resta quelques instants dans un engourdissement où sa douleur paraissait se dissoudre. Il ne souffrait plus. Il n'avait plus ni fureur, ni haine, ni sentiment d'aucune espèce, rien qu'un abattement stupide, la sensation d'un homme qui a reçu un coup de massue et qui ne sait s'il vit encore, s'il pense, ou s'il n'est pas le jouet d'un cauchemar. Cependant, il lui semblait que quelque chose de juste venait de se passer, et il n'eut pas une seconde l'idée que c'était lui qui avait tué. Non, ce n'était pas lui. C'était en dehors de lui et de sa volonté. C'était le destin, l'inflexible destin qui avait accompli l'œuvre d'équité en supprimant la bête nuisible. Dehors, des oiseaux chantèrent. La vie s'animait sous les vieux arbres que le printemps s'apprêtait à fleurir. Et Lupin, s'éveillant de sa torpeur, sentit peu à peu sourdre en lui une indéfinissable et absurde compassion pour la misérable femme, odieuse certes, abjecte et 20 fois criminelle, mais si jeune encore et qui n'était plus. Et il songea aux tortures qu'elle avait dû subir en ces moments de lucidité, lorsque, la raison lui revenant, l'innommable folle avait la vision sinistre de ses actes. « Protégez-moi, je suis si malheureuse, suppliait-elle. C'était contre elle-même qu'elle demandait qu'on la protégeât, contre ses instincts de fauve, contre le monstre qui habitait en elle et qui la forçait à tuer, à toujours tuer. Toujours? Se dit Lupin. Et il se rappelait le soir de l'avant-veille où, dressé au-dessus de lui, le poignard levé sur l'ennemi qui, depuis des mois, la harcelait, sur l'ennemi infatigable qui l'avait acculé à tous les forfaits,
Il se rappelait que, ce soir-là, elle n'avait pas tué. C'était facile cependant. L'ennemi gisait inerte et impuissant. D'un coup, la lutte implacable se terminait. Non, elle n'avait pas tué. Soumise elle aussi à des sentiments plus forts que sa cruauté, à des sentiments obscurs de sympathie et d'admiration pour celui qui l'avait si souvent dominée. Non, elle n'avait pas tué cette fois-là. Et voici que par un retour vraiment effarant du destin, voilà que c'était lui qui la tuait. J'ai tué, pensait-il en frémissant des pieds à la tête. Mes mains ont supprimé un être vivant, et cet être c'est Dolores, Dolores, Dolores. Il ne cessait de répéter son nom de douleur, et il ne cessait de la regarder. Triste chose inanimée, inoffensive maintenant. Pauvre lotte de chair, sans plus de conscience qu'un petit tas de feuilles, ou qu'un petit oiseau égorgé au bord de la route. Oh, comment aurait-il pu ne point tressaillir de compassion, puisque, l'un en face de l'autre, il était le meurtrier, lui, et qu'elle n'était plus, elle, que la victime. Dolores, Dolores, Dolores. Le grand jour le surprit, assis près de la morte, se souvenant et songeant, tandis que ses lèvres articulaient de temps à autre les syllabes désolées. Dolores, Dolores. Il fallait agir pourtant, et, dans la débâcle de ses idées, il ne savait plus en quel sens il fallait agir, ni par quel acte commencer. Fermons-lui les yeux d'abord, se dit-il. Tout vide, emplis de néant, ils avaient encore les beaux yeux dorés, cette douceur mélancolique qui leur donnait tant de charme. Était-ce possible que ces yeux-là eussent été les yeux du monstre? Malgré lui, et en face même de l'implacable réalité, Lupin ne pouvait encore confondre en un seul personnage les deux êtres dont les images étaient si distinctes au fond de sa pensée. Rapidement, il s'inclina vers elle, baissa les longues paupières soyeuses et recouvrit d'un voile la pauvre figure convulsée. Alors il lui sembla que Dolores devenait plus lointaine et que l'homme noir, cette fois, était bien là, à côté de lui, en ses habits sombres, en son déguisement d'assassin. Il osa le toucher et palpa ses vêtements. Dans une poche intérieure, il y avait 2 portefeuilles. Il prit l'un d'eux et l'ouvrit. Il trouva d'abord une lettre signée de Steinweg, le vieil Allemand. Elle contenait ces lignes. « Si je meurs avant d'avoir pu révéler le terrible secret, que l'on sache ceci. L'assassin de mon ami Kesselbach est sa femme, de son vrai nom Dolores de Malrech, sœur d'Altenheim et sœur d'Isilda. Les initiales L et M se rapportent à elle. Jamais dans l'intimité, Kesselbach n'appelait sa femme Dolores, qui est un nom de douleur et de deuil, mais Laetitia, qui veut dire joie. L et M, Laetitia de Malrech. Telles étaient les initiales inscrites sur tous les cadeaux qu'il lui donnait. Par exemple sur le porte-cigarette, trouvé au Palace Hotel, et qui appartenait à Madame Kesselbach. Elle avait contracté en voyage l'habitude de fumer. Laetitia. Elle fut bien en effet sa joie pendant 4 ans. 4 ans de mensonges et d'hypocrisie, où elle préparait la mort de celui qu'il aimait avec tant de bonté et de confiance. Peut-être aurais-je dû parler tout de suite. Je n'en ai pas eu le courage, en souvenir de mon vieil ami Kesselbach dont elle portait le nom. Et puis, j'avais peur. Le jour où je l'ai démasqué au palais de justice, j'avais lu dans ses yeux mon arrêt de mort. Ma faiblesse me sauvera-t-elle? Lui aussi, pensa Lupin, lui aussi elle l'a tué. Et, parbleu, il savait trop de choses. Les initiales, ce nom de Laetitia, l'habitude secrète de fumer, et il se rappela la nuit dernière cette odeur de tabac dans la chambre. Il continua l'inspection du premier portefeuille. Il y avait des bouts de lettres, en langage chiffré, remis sans doute à Dolores par ses complices au cours de leur ténébreuse rencontre. Il y avait aussi des adresses sur des morceaux de papier, adresses de couturières ou de modistes, mais adresses de bouges aussi, et d'hôtel-borgne. Et des noms aussi, 20, 30 noms, des noms bizarres, Hector le boucher, Armand de Grenelle, le malade. Mais une photographie attira l'attention de Lupin. Il la regarda. Et tout de suite, comme mu par un ressort, lâchant le portefeuille, il se revint hors de la chambre, hors du pavillon, et s'élança dans le parc. Il avait reconnu le portrait de Louis de Malrech, prisonnier à la santé. Et seulement alors, seulement à cette minute précise, il se souvenait. L'exécution devait avoir lieu le lendemain, et puisque l'homme noir, puisque l'assassin n'était autre que Dolores, Louis de Malrech s'appelait bien réellement Léon Masquier, et il était innocent. Innocent? Mais les preuves trouvées chez lui, les lettres de l'empereur et tout ce qui l'accusait indéniablement, toutes ces preuves irréfragables. Lupin s'arrêta une seconde, la tête en feu. « Oh » s'écria-t-il, « je deviens fou, moi aussi. Voyons, pourtant, il faut agir. C'est demain qu'on l'exécute, demain au petit jour. » Il tira sa montre. 10 heures.
Combien de temps me faut-il pour être à Paris? Voilà, j'y serai tantôt, oui, tantôt j'y serai, il le faut. Et dès ce soir, je prends les mesures pour empêcher. Mais quelles mesures? Comment prouver l'innocence? Comment empêcher l'exécution? Et qu'importe, je verrai bien une fois là-bas. Est-ce que je ne m'appelle pas Lupin? Allons toujours. Il repartit en courant, entra dans le château et appela. Pierre, vous avez vu monsieur Pierre le Duc? Ah, te voilà, écoute. Il l'entraîna à l'écart, et d'une voix saccadée, impérieuse. Écoute, Dolorès n'est plus là. Oui, un voyage urgent. Elle s'est mise en route cette nuit dans mon auto. Moi, je pars aussi. Tais-toi donc, pas un mot. Une seconde perdue, c'est irréparable. Toi, tu vas renvoyer tous les domestiques. Sans explication, voilà de l'argent. D'ici une demi-heure, il faut que le château soit vide, et que personne n'y rentre jusqu'à mon retour. Toi non plus, tu entends. Je t'interdis d'y rentrer, je t'expliquerai cela, des raisons graves. Tiens, emporte la clé. Tu m'attendras au village. Et de nouveau, il s'élança. 10 minutes après, il retrouvait Octave. Il sauta dans son auto. Paris, dit-il. Section 2. Le voyage fut une véritable course à la mort. Lupin, jugeant qu'Octave ne conduisait pas assez vite, avait pris le volant, et c'était une allure désordonnée et vertigineuse. Sur les routes, à travers les villages, dans les rues populeuses des villes, ils marchèrent à 100 km à l'heure. Des gens frôlaient et hurlaient de rage. Le bolide était loin. Il avait disparu. Patron, balbutia Octave, livide, nous allons y rester. Toi, peut-être, l'auto peut-être, mais moi j'arriverai, disait Lupin. Il avait la sensation que ce n'était pas la voiture qui le transportait, mais lui qui transportait la voiture, et qu'il trouait l'espace par ses propres forces, par sa propre volonté. Alors, quel miracle aurait pu faire qu'il n'arrivât point, puisque ses forces étaient inépuisables, et que sa volonté n'avait pas de limite. J'arriverai parce qu'il faut que j'arrive, répétait-il. Et il songeait à l'homme qui allait mourir s'il n'arrivait pas à temps pour le sauver, au mystérieux Louis de Malrèche, si déconcertant avec son silence obstiné et son visage hermétique. Et dans le tumulte de la route, sous les arbres dont les branches faisaient un bruit de vagues furieuses, parmi le bourdonnement de ses idées tout de même, Lupin s'efforçait d'établir une hypothèse. Et l'hypothèse se précisait peu à peu, logique, invraisemblable, certaine, se disait-il, maintenant qu'il connaissait l'affreuse vérité sur Dolorès, et qu'il entrevoyait toutes les ressources et tous les desseins odieux de cet esprit détraqué. Et oui, c'est elle qui a préparé contre Malrèche la plus épouvantable des machinations. Que voulait-elle? Épouser Pierre le Duc, dont elle s'était fait aimer, et devenir la souveraine du petit royaume d'où elle avait été bannie. Le but était accessible, à la portée de sa main. Un seul obstacle, moi qui depuis des semaines et des semaines, inlassablement lui barrais la route. Moi qu'elle retrouvait après chaque crime. Moi dont elle redoutait la clairvoyance. Moi qui ne désarmerais pas avant d'avoir découvert le coupable, et d'avoir retrouvé les lettres volées à l'empereur. Eh bien, puisqu'il me fallait un coupable, le coupable ce serait Louis de Malrèche, ou plutôt Léon Masquier. Qu'est-ce que ce Léon Masquier? L'a-t-elle connu avant son mariage? L'a-t-elle aimé? C'est probable, mais sans doute ne le saura-t-on jamais. Ce qui est certain, c'est qu'elle aura été frappée par la ressemblance de taille et d'allure qu'elle-même pouvait obtenir avec Léon Masquier, en s'habillant comme lui de vêtements noirs et en s'affublant d'une perruque blonde. C'est qu'elle aura observé la vie bizarre de cet homme solitaire, ses courses nocturnes, sa façon de marcher dans les rues et de dépister ceux qui pourraient le suivre. Et c'est en conséquence de ces remarques, et en prévision d'une éventualité possible, qu'elle aura conseillé à M. Kesselbach de gratter sur les registres de l'état civil le nom de Dolorès et de le remplacer par le nom de Louis, afin que les initiales fussent justement celles de Léon Masquier. Le moment vient d'agir et voilà qu'elle ourdit son complot, et voilà qu'elle l'exécute. Léon Masquier habite la rue de l'Aisement. Elle ordonne à ses complices de s'établir dans la rue parallèle. Et c'est elle-même qui m'indique l'adresse du maître d'hôtel Dominique, et me met sur la piste des 7 bandits, sachant parfaitement que, une fois sur la piste, j'irai jusqu'au bout. C'est-à-dire au-delà des 7 bandits jusqu'à leur chef, jusqu'à l'individu qui les surveille et les dirige, jusqu'à l'homme noir, jusqu'à Léon Masquier, jusqu'à Louis de Malrèche. Et de fait, j'arrive d'abord aux 7 bandits. Et alors, que se passera-t-il? Ou bien je serai vaincu, ou bien nous nous détruirons tous les uns les autres, comme elle a dû l'espérer le soir de la rue des Vignes. Et dans ces 2 cas, Dolorès est débarrassée de moi. Mais il advient ceci. C'est moi qui capture les 7 bandits. Dolorès s'enfuit de la rue des Vignes. Je la retrouve dans la remise du brocanteur. Elle me dirige vers Léon Masquier, c'est-à-dire vers Louis de Malrèche. Je découvre auprès de lui les lettres de l'empereur, qu'elle-même y a placées, et je le livre à la justice, et je dénonce la communication secrète qu'elle-même a fait ouvrir entre les 2 remises, et je donne toutes les preuves qu'elle-même a préparées, et je montre par des documents qu'elle-même a maquillés,
que Léon Masquier a volé l'état civil de Léon Massier et qu'il s'appelle réellement Louis de Malrèche. Et Louis de Malrèche mourra. Et Dolorès de Malrèche, triomphante, enfin, à l'abri de tout soupçon, puisque le coupable est découvert, affranchie de son passé d'infamie et de crime, son mari mort, son frère mort, sa sœur morte, ses 2 servantes mortes, Steinweg mort, délivrée par moi de ses complices que je jette tout ficelé entre les mains de Weber, délivrée d'elle-même enfin par moi, qui fait monter à l'échafaud l'innocent qu'elle substitue à elle-même, Dolorès victorieuse, riche à millions, aimée de Pierre le Duc, Dolorès sera reine. Ah, s'écria Lupin hors de lui, cet homme ne mourra pas, je le jure sur ma tête, il ne mourra pas. Attention, patron, dit Octave, effaré. Nous approchons, c'est la banlieue, les faubourgs. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Mais nous allons culbuter, puis les pavés glissent, on dérape. Tant pis, attention là-bas. Quoi? Un tramway, au virage, qui s'arrête. Ralentissez, patron, jamais. Mais nous sommes fichus, on passera. On ne passera pas, si. Ah, nom d'un chien. Un fracas, des exclamations. La voiture avait accroché le tramway, puis, repoussée contre une palissade, avait démoli 10 mètres de planche, et finalement s'était écrasée contre l'angle d'un talus. « Chauffeur, vous êtes libre ?» C'était Lupin, aplati sur l'arbre du talus qui hélait un tas de sciotto. Il se releva, vit sa voiture brisée, des gens qui s'empressaient autour d'Octave, et sauta dans l'auto de louage. « Au ministère de l'Intérieur, place Beauvau, 20 francs de pourboire !» Et, s'installant au fond du fiacre, il en prit. Ah non, il ne mourra pas, non, 1000 fois non, je n'aurai pas ça sur la conscience. C'est assez d'avoir été le jouet de cette femme, et d'être tombé dans le panneau comme un collégien. Halte là, plus de gaffe. J'ai fait prendre ce malheureux, je l'ai fait condamner à mort, je l'ai mené au pied même de l'échafaud. Mais il n'y montera pas, ça, non. S'il y montait, je n'aurais plus qu'à me fiche une balle dans la tête. On approchait de la barrière, il se pencha. 20 francs de plus, chauffeur, si tu ne t'arrêtes pas. Et il cria devant l'octroi. Service de la sûreté. On passa. Mais ne ralentis pas, Crébleu, hurla Lupin. Plus vite, encore plus vite. Tu as peur d'écharper les vieilles femmes, écrase-les donc, je paie les frais. En quelques minutes, ils arrivaient au ministère de la place Beauvau. Lupin franchit la cour en hâte et monta les marches de l'escalier d'honneur. L'antichambre était pleine de monde. Il inscrivit sur une feuille de papier « Prince Cernine » et, poussant un huissier dans un coin, il lui dit « C'est moi, Lupin, tu me reconnais, n'est-ce pas? Je t'ai procuré cette place, une bonne retraite, hein? Seulement, tu vas m'introduire tout de suite, va, passe mon nom. Je ne te demande que ça, le président te remerciera, tu peux en être sûr, moi aussi. Mais marche donc, idiot, Valanglais m'attend. » 10 secondes après, Valanglais lui-même passait la tête au seuil de son bureau et prononçait « Faites entrer le prince !» Lupin se précipita, ferma vivement la porte et coupant la parole au président. « Non, pas de phrase, vous ne pouvez pas m'arrêter, ce serait vous perdre et compromettre l'empereur. Non, il ne s'agit pas de ça. Voilà, Malrèche est innocent. J'ai découvert le vrai coupable. C'est Dolorès qui est Solbach, elle est morte. Son cadavre est là-bas, j'ai des preuves irrécusables. Le doute n'est pas possible, c'est elle. » Il s'interrompit. Valanglais ne paraissait pas comprendre. « Mais, voyons, monsieur le président, il faut sauver Malrèche. Pensez donc, une erreur judiciaire, la tête d'un innocent qui tombe, d'un des désordres. Un supplément d'information, est-ce que je sais, mais vite, le temps presse. » Valanglais le regarda attentivement, puis s'approcha d'une table, prit un journal et le lui tendit, en soulignant du doigt un article. Lupin jeta les yeux sur le titre et lut. L'exécution du monstre. Ce matin, Louis de Malrèche a subi le dernier supplice. Il n'acheva pas. Assommé, anéanti, il s'écroula dans un fauteuil avec un gémissement de désespoir. Combien de temps resta-t-il ainsi? Quand il se retrouva dehors, il n'en aurait su rien dire. Il se souvenait d'un grand silence, puis il revoyait Valanglais, incliné sur lui et l'aspergeant d'eau froide. Et il se rappelait surtout la voix sourde du président, qui chuchotait. « Écoutez, il ne faut rien dire de cela, n'est-ce pas? Innocent, ça se peut, je ne dis pas le contraire. Mais à quoi bon de révélation? Un scandale? Une erreur judiciaire peut avoir de grosses conséquences, est-ce bien la peine? Une réhabilitation? Pourquoi faire? Il n'a même pas été condamné sous son nom. C'est le nom de Malrèche qui est voué à l'exécration publique. Précisément le nom de la coupable. Alors ?» Et poussant peu à peu Lupin vers la porte, il lui avait dit « Allez, retournez là-bas, faites disparaître le cadavre. Et qu'il n'y ait pas de trace, hein? Pas la moindre trace de toute cette histoire, je compte sur vous, n'est-ce pas ?» Et Lupin retournait là-bas. Il y retournait comme un automate, parce qu'on lui avait ordonné d'agir ainsi, et qu'il n'avait plus de volonté par lui-même. Des heures, il attendit à la gare. Machinalement, il mangea, prit son billet, et s'installa dans un compartiment. Il dormit mal, la tête brûlante.
avec des cauchemars et avec des intervalles d'éveil confus, où il cherchait à comprendre pourquoi Masqué ne s'était pas défendu. C'était un fou, sûrement, un demi-fou. Il l'a connue autrefois, et elle a empoisonné sa vie. Elle l'a détraqué, alors autant mourir. Pourquoi se défendre? L'explication ne le satisfaisait qu'à moitié, et il se promettait bien, un jour ou l'autre, d'éclaircir cette énigme et de savoir le rôle exact que Masqué avait tenu dans l'existence de Dolores. Mais qu'importait pour l'instant? Un seul fait apparaissait nettement, la folie de Masqué. Et il se répétait avec obstination. C'était un fou. Ce Masqué était certainement fou. D'ailleurs, tous ces Masqués, une famille de fous. Il délirait en brouillant les noms, le cerveau affaibli. Mais, en descendant à la gare de Bruggen, il eut au grand air frais du matin un sursaut de conscience. Brusquement, les choses prenaient un autre aspect, et il s'écria. « Eh, tant pis après tout, il n'avait qu'à protester. Je ne suis responsable de rien, c'est lui qui s'est suicidé. Ce n'est qu'un comparse dans l'aventure, il succombe, je le regrette, mais quoi ?» Le besoin d'agir l'enivrait de nouveau. Et bien que blessé, torturé par ce crime dont il se savait malgré tout l'auteur, il regardait cependant vers l'avenir. Ce sont les accidents de la guerre, n'y pensons pas, rien n'est perdu, au contraire. Dolores était l'écueil, puisque Pierre-le-Duc l'aimait, Dolores est morte, donc Pierre-le-Duc m'appartient, et il épousera Geneviève comme je l'ai décidé, et il régnera, et je serai le maître. Et l'Europe est à moi. Il s'exaltait, rassénéré, plein d'une confiance subite, tout fiévreux, gesticulant sur la route, faisant des moulinets avec une épée imaginaire, l'épée du chef qui veut, qui ordonne et qui triomphe. Lupin, tu seras roi. Tu seras roi, Arsène Lupin. Au village de Bruggen, il s'informa et apprit que Pierre-le-Duc avait déjeuné la veille à l'auberge. Depuis, on ne l'avait pas vu. Comment, dit Lupin, il n'a pas couché? Non. Mais où est-il parti après son déjeuner? Sur la route du château. Lupin s'en alla, assez étonné. Il avait pourtant prescrit au jeune homme de fermer les portes et de ne plus revenir après le départ des domestiques. Tout de suite, il eut la preuve que Pierre lui avait désobéi. La grille était ouverte. Il entra, parcourut le château, appela, aucune réponse. Soudain, il pensa au chalet. Qui sait? Pierre-le-Duc, en peine de celle qu'il aimait, et dirigé par une intuition, avait peut-être cherché de ce côté. Et le cadavre de Dolores était là. Très inquiet, Lupin se mit à courir. À première vue, il ne semblait y avoir personne au chalet. « Pierre, Pierre !» cria-t-il. N'entendant pas de bruit, il pénétra dans le vestibule et dans la chambre qu'il avait occupée. Il s'arrêta, cloué sur le seuil. Au-dessus du cadavre de Dolores, Pierre-le-Duc pendait, une corde au cou, mort. Section 3. Impassible, Lupin se contracta des pieds à la tête. Il ne voulait pas s'abandonner à un geste de désespoir. Il ne voulait pas prononcer une seule parole de violence. Après les coups atroces que la destinée lui assénait, après les crimes et la mort de Dolores, après l'exécution de Masqué, après tant de convulsions et de catastrophes, il sentait la nécessité absolue de conserver sur lui-même tout son empire. Sinon, sa raison sombrait. « Idiot !» fit-il en montrant le poing à Pierre-le-Duc. « Triple idiot, tu ne pouvais pas attendre. Avant 10 ans, nous reprenions l'Alsace-Lorraine. » Par diversion, il cherchait des mots à dire, des attitudes, mais ses idées lui échappaient et son crâne lui semblait près d'éclater. « Ah non, non !» s'écria-t-il, « pas de ça, Lisette. Lupin fou, lui aussi. Ah non, mon petit. Plante-toi une balle dans la tête, ça t'amuse, soit. Et au fond, je ne vois pas d'autre dénouement possible. Mais Lupin gaga en petite voiture, ça, non. En beauté, mon bonhomme, fini en beauté. » Il marchait en frappant du pied et en levant les genoux très haut, comme font certains acteurs pour simuler la folie, et il proférait: « Crânon, mon vieux, crânon. Les dieux te contemplent. Le nez en l'air et de l'estomac, crebleu, du plastron. Tout s'écroule autour de toi. Qu'est-ce que ça te fiche? C'est le désastre? Rien ne va plus? Un royaume à l'eau? Je perds l'Europe? L'univers s'évapore? Eh ben après, rigole donc. Sois Lupin ou t'es dans le lac. Allons, rigole, plus fort que ça. À la bonne heure, Dieu que c'est drôle. Dolores, une cigarette, ma vieille? » Il se baissa avec un ricanement, toucha le visage de la morte, vacilla un instant et tomba sans connaissance. Au bout d'une heure, il se releva. La crise était finie et maître de lui, ses nerfs détendus, sérieux et taciturne, il examinait la situation. Il sentait le moment venu des décisions irrévocables. Son existence s'était brisée nette, en quelques jours, sous l'assaut de catastrophes imprévues, survenant les unes après les autres à la minute même où il croyait son triomphe assuré. Qu'allait-il faire? Recommencer? Reconstruire? Il n'en avait pas le courage. Alors,
Toute la matinée, il erra dans le parc. Promenade tragique où la situation lui apparut en ses moindres détails et où, peu à peu, l'idée de la mort s'imposait à lui avec une rigueur inflexible. Mais qu'il se tuât ou qu'il vécût, il y avait tout d'abord une série d'actes précis qu'il lui fallait accomplir. Et ces actes, son cerveau, soudain apaisé, les voyait clairement. L'horloge de l'église sonna l'angélus de midi. « À l'œuvre, dit-il, et sans défaillance !» Il revint vers le chalet, très calme, rentra dans sa chambre, monta sur un escabeau et coupa la corde qui retenait Pierre-le-Duc. « Pauvre diable, dit-il, tu devais finir ainsi, une cravate de chambre au cou. Hélas, tu n'étais pas fait pour les grandeurs. J'aurais dû prévoir ça, et ne pas attacher ma fortune à un faiseur de rimes. » Il fouilla les vêtements du jeune homme, et n'y trouva rien. Mais, se rappelant le second portefeuille de Dolorès, il le prit dans la poche où il l'avait laissé. Il eut un mouvement de surprise. Le portefeuille contenait un paquet de lettres dont l'aspect lui était familier, et dont il reconnut aussitôt les écritures diverses. « Les lettres de l'empereur, murmura-t-il, les lettres au vieux chancelier, tout le paquet que j'ai repris moi-même chez Léon Masquier, et que j'ai donné au comte de Valdemar. Comment se fait-il? Est-ce qu'elle l'avait repris à son tour, à ce crétin de Valdemar? » Et tout à coup, se frappant le front. « Et non, le crétin, c'est moi. Ce sont les vraies lettres, celles-là. Elle les avait gardées pour faire chanter l'empereur au bon moment. Et les autres, celles que j'ai rendues, sont fausses, copiées par elle, évidemment, ou par un complice, et mises à ma portée. Et j'ai coupé dans le pont comme un bleu. Fichtre, quand les femmes s'en mêlent. » Il n'y avait plus qu'un carton dans le portefeuille, une photographie. Il regarda. C'était la sienne. 2 photographies, Masquier et moi, ceux qu'elle aima le plus, sans doute, car elle m'aimait. Amour bizarre fait d'admiration pour l'aventurier que je suis, pour l'homme qui démolissait à lui seul les 7 bandits qu'elle avait chargés de m'assommer. Amour étrange. Je l'ai senti palpiter en elle l'autre jour, quand j'ai dit mon grand rêve de toute puissance. Là, vraiment, elle eut l'idée de sacrifier Pierre-le-Duc et de soumettre son rêve au mien. S'il n'y avait pas eu l'incident du miroir, elle était domptée. Mais elle eut peur. Je touchais à la vérité. Pour son salut, il fallait ma mort, et elle s'y décida. Plusieurs fois, elle répéta pensivement. Et pourtant, elle m'aimait, oui, elle m'aimait, comme d'autres m'ont aimé, d'autres à qui j'ai porté malheur aussi. Hélas, toutes celles qui m'aiment meurent, et celle-là meurt aussi, étranglée par moi. À quoi bon vivre? À voix basse, il redit. À quoi bon vivre? Ne vaut-il pas mieux les rejoindre, toutes ces femmes qui m'ont aimé, et qui sont mortes de leur amour, Sonia, Raymonde, Clotilde Destange, Miss Clark? Il étendit les 2 cadavres l'un près de l'autre, les recouvrit d'un même voile, s'assit devant une table et écrivit. J'ai triomphé de tout et je suis vaincu. J'arrive au but et je tombe. Le destin est plus fort que moi, et celle que j'aimais n'est plus. Je meurs aussi. Et il signa Arsène Lupin. Il cacheta la lettre et l'introduisit dans un flacon qu'il jeta par la fenêtre, sur la terre molle d'une plate-bande. Ensuite, il fit un grand tas sur le parquet avec 2 vieux journaux, de la paille et des copeaux qu'il alla chercher dans la cuisine. Là-dessus, il versa du pétrole, puis il alluma une bougie qu'il jeta parmi les copeaux. Tout de suite, une flamme courut, et d'autres flammes jaillirent, rapides, ardentes, crépitantes. « En route, dit Lupin, le chalet est en bois, ça va flamber comme une allumette. Et quand on arrivera du village, le temps de forcer les grilles, de courir jusqu'à cette extrémité du parc, trop tard. On trouvera des cendres, 2 cadavres calcinés et près de là, dans une bouteille, mon billet de faire-part. Adieu Lupin, bonnes gens, enterrez-moi sans cérémonie, le corbillard des pauvres, ni fleurs ni couronne, une humble croix et cette épitaphe. Sigy, Arsène Lupin, aventurier. Il gagna le mur d'enceinte, l'escalada et, se retournant, aperçut les flammes qui tourbillonnaient dans le ciel. Il se revint à pied vers Paris, errant, le désespoir au cœur, courbé par le destin. Et les paysans s'étonnaient de voir ce voyageur qui payait ses repas de 30 sous avec des billets de banque. 3 voleurs de grand chemin l'attaquèrent un soir en pleine forêt. À coups de bâton, il les laissa quasi morts sur place. Il passa 8 jours dans une auberge. Il ne savait où aller. Que faire? À quoi se raccrocher? La vie le lassait. Il ne voulait plus vivre. Il ne voulait plus vivre. C'est toi? Madame Ernemont, dans la petite pièce de la villa de Garches, se tenait debout, tremblante, effarée, livide, les yeux grands ouverts sur l'apparition qui se dressait en face d'elle. Lupin était là. « Toi, dit-elle, toi? Mais les journaux ont raconté. » Il sourit tristement. « Oui, je suis mort. »« Eh bien, dit-elle naïvement. Tu veux dire que si je suis mort, je n'ai rien à faire ici?
Crois bien que j'ai des raisons sérieuses, Victoire. Comme tu as changé, fit-elle avec compassion. Quelques légères déceptions, mais c'est fini. Écoute, Geneviève est là? Elle bondit sur lui, subitement furieuse. Tu vas la laisser, hein, Geneviève? Revoir Geneviève, la reprendre? Ah, mais cette fois, je ne la lâche plus. Elle est revenue fatiguée, toute pâlie, inquiète. Et c'est à peine si elle retrouve ses belles couleurs. Tu la laisseras, je te le jure. Il appuya fortement sa main sur l'épaule de la vieille femme. Je veux, tu entends? Je veux lui parler. Non, je lui parlerai. Il la bouscula. Elle se remit d'aplomb et les bras croisés. Tu me passerais plutôt sur le corps, vois-tu? Le bonheur de la petite est ici, pas ailleurs. Avec toutes tes idées d'argent et de noblesse, tu la rendrais malheureuse. Et ça, non. Qu'est-ce que c'est que ton Pierre-le-Duc et ton Veldanz? Geneviève, duchesse, tu es fou. Ce n'est pas sa vie. Au fond, vois-tu, tu n'as pensé qu'à toi là-dedans. C'est ton pouvoir, ta fortune que tu voulais. La petite, tu t'en moques? T'es-tu seulement demandé si elle l'aimait, ton sacripant de grand-duc? T'es-tu seulement demandé si elle aimait quelqu'un? Non. Tu as poursuivi ton but, voilà tout. Au risque de blesser Geneviève et de la rendre malheureuse pour le reste de sa vie. Eh bien, je ne veux pas. Ce qu'il lui faut, c'est une existence simple, honnête, et celle-là, tu ne peux pas la lui donner. Alors, que viens-tu faire? Il parut ébranlé, mais tout de même, la voix basse avec une grande tristesse, il murmura. Il est impossible que je ne la voie plus jamais. Il est impossible que je ne lui parle pas. Elle te croit mort. C'est cela que je ne veux pas. Je veux qu'elle sache la vérité. C'est une torture de songer qu'elle pense à moi comme à quelqu'un qui n'est plus. Amène-la, Victoire. Il parlait d'une voix si douce, si désolée, qu'elle fut tout attendrie et lui demanda. Écoute, avant tout, je veux savoir. Ça dépendra de ce que tu as à lui dire. Sois franc, mon petit. Qu'est-ce que tu lui veux à Geneviève? Il prononça gravement. Je veux lui dire ceci. Geneviève, j'avais promis à ta mère de te donner la fortune, la puissance, une vie de conte de fées. Et ce jour-là, mon but atteint, je t'aurais demandé une petite place, pas bien loin de toi. Heureuse et riche, tu aurais oublié, oui, j'en suis sûr. Tu aurais oublié ce que je suis, ou plutôt ce que j'étais. Par malheur, le destin est plus fort que moi. Je ne t'apporte ni la fortune, ni la puissance. Je ne t'apporte rien, et c'est moi au contraire qui ai besoin de toi. Geneviève, peux-tu m'aider? À quoi? Fit la vieille femme, anxieuse. À vivre. Oh, dit-elle, tu en es là, mon pauvre petit. Oui, répondit-il simplement, sans douleur affectée. Oui, j'en suis là. 3 êtres viennent de mourir que j'ai tués de mes mains. Le poids du souvenir est trop lourd, je suis seul. Pour la première fois de mon existence, j'ai besoin de secours. J'ai le droit de demander ce secours à Geneviève, et son devoir est de me l'accorder, sinon... Sinon, tout est fini. La vieille femme se tut, pâle et frémissante. Elle retrouvait toute son affection pour celui qu'elle avait nourri de son lait jadis, et qui restait encore, et malgré tout, son petit. Elle demanda. Qu'est-ce que tu feras d'elle? Nous voyagerons avec toi si tu veux nous suivre. Mais tu oublies. Quoi? Ton passé? Elle l'oubliera aussi. Elle comprendra que je ne suis plus cela, et que je ne peux plus l'être. Alors vraiment, ce que tu veux, c'est qu'elle partage ta vie, la vie de Lupin. La vie de l'homme que je serai, de l'homme qui travaillera pour qu'elle soit heureuse, pour qu'elle se marie selon ses goûts. On s'installera dans quelque coin du monde, on luttera ensemble, l'un près de l'autre, et tu sais ce dont je suis capable. Elle répéta lentement, les yeux fixés sur lui. Alors vraiment, tu veux qu'elle partage la vie de Lupin? Il hésita une seconde, à peine une seconde, et affirma nettement. Oui, je le veux, c'est mon droit. Tu veux qu'elle abandonne tous les enfants auxquels elle s'est dévouée, toute cette existence de travail qu'elle aime et qui lui est nécessaire? Oui, je le veux, c'est son devoir. La vieille femme ouvrit la fenêtre et dit. En ce cas, appelle-la. Geneviève était dans le jardin, assise sur un banc. 4 petites filles se pressaient autour d'elle, d'autres jouaient et couraient. Il la voyait de face. Il voyait ses yeux souriants et graves. Une fleur à la main, elle détachait un à un les pétales et donnait des explications aux enfants, attentives et curieuses. Puis elle les interrogeait, et chaque réponse valait à l'élève la récompense d'un baiser. Lupin la regarda longtemps avec une émotion et une angoisse infinie. Tout un levain de sentiments ignorés fermentait en lui. Il avait une envie de serrer cette belle jeune fille contre lui, de l'embrasser, et de lui dire son respect et son affection. Il se souvenait de la mère, morte au petit village d'Aspremont, morte de chagrin. Appelle-la donc, reprit Victoire. Il s'écroula sur un fauteuil, en balbutiant. Je ne peux pas, je n'ai pas le droit, c'est impossible qu'elle me croie mort.
Ça vaut mieux. Il pleurait, les épaules secouées de sanglots, bouleversé par un désespoir immense, gonflé d'une tendresse qui se levait en lui, comme ces fleurs tardives qui meurent le jour même où elles éclosent. La vieille s'agenouilla et d'une voix tremblante. « C'est ta fille, n'est-ce pas ?»« Oui, c'est ma fille. »« Oh, mon pauvre petit, dit-elle en pleurant. Mon pauvre petit. » Fin du chapitre 18.